Salut Thibaut, Salut Panam, enchanté. enchanté de même. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci. Je pense que dans un premier temps, on va pouvoir un petit peu se présenter chacun, Ouais, dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la qu'est-ce vie. qu'on fait dans la vie, c'est ça, puisqu'on est un petit peu complémentaires et justement c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, puisque moi je fais du code donc avec Python et sur Docstring, la plateforme que j'ai créée pour apprendre aux gens à faire du code, et Panam du coup. Salut, du coup moi je m'appelle Panam et moi je fais plutôt du no-code et de l'automatisation au service de la productivité. Et on s'est rencontrés à peu près 1 an maintenant avec Thibaut et on a décidé aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur justement le clash et le combat qu'il y a aujourd'hui entre le no-code et le code. Certains disent que le no-code c'est mieux que le no-code et aujourd'hui on va justement comparer un petit peu ces deux techniques, voir quelles sont les plus performantes pour telle ou telle situation et surtout on va vous donner toutes nos conclusions, à savoir si est-ce que le code et le no-code doivent être mis en opposition ou est-ce qu'ils sont plutôt complémentaires. On y va ? Ouais, on y va, on Allez. verra ça. Je te laisse du coup présenter le premier cas qu'on va voir ensemble. Ouais, on va voir dans un premier temps la création d'un site web, donc un truc assez classique avec une landing page et puis l'idée de pouvoir réserver quelque chose pour une boutique ou des trucs du genre. Donc un cas assez simple, mais qui va vous montrer qu'on peut arriver au même résultat et on va vous montrer si c'est plus rapide dans un sens ou dans l'autre et justement avec quelle facilité aussi. On va filmer nos écrans, donc vous allez pouvoir voir aussi à quoi ça ressemble derrière et à quoi ça ressemble justement en code et en no-code. Et lequel vous préférez peut-être aussi de votre côté si vous avez plus d'aptitude en code ou si vous préférez faire des trucs un peu plus visuels. Donc voilà pour le premier cas qu'on va voir ensemble. Exact, et ensuite le deuxième cas, c'est un cas qu'on rencontre beaucoup du côté du monde du code et du no-code, c'est ce qu'on appelle le scrapping. C'est le fait de récupérer de la donnée sur un site internet. Ça peut être un LinkedIn, ça peut être Amazon, ça peut être n'importe quel site et d'être capable de venir donc scraper les données, récupérer les données pour ensuite pouvoir les exploiter pour faire telles ou telles actions. Par exemple, si vous faites une veille de médias tous les matins, vous pouvez lancer un robot qui va aller faire le scrapping. Donc, vous pouvez utiliser le code et il y a aussi des outils de no-code qui sont aujourd'hui disponibles et on va voir à la fois des choses très très simples, à savoir des extensions web et en même temps des outils no-code un peu plus complexes comme UiPath pour faire justement ces scrappings. Et moi je vais être à fond dans les lignes de code. Il faut savoir que moi je code pas du tout et Thibaut lui par contre il fait un peu de no-code, donc il a un peu un avantage sur moi avant de commencer ce combat, mais on va voir tout de suite dans quelques instants qui sera le plus rapide et qui sera le plus performant. Yes, donc on voit ça tout de suite. Allez c'est parti, on se retrouve sur nos écrans. Let's go. Alors pour ce projet, ce que je vais faire, c'est que je vais coder donc un site avec une genre de landing page, avec un formulaire également. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va récupérer les informations du formulaire et vous allez voir qu'on va aussi faire du no-code pour récupérer ces informations. Donc je trouve ça cool de vous montrer que là encore, ce n'est pas un combat de l'un avec l'autre. Il y a tout un pan en fait qu'on peut faire en code, mais on peut aussi se simplifier la vie sur certaines étapes en faisant du no-code, où c'est aussi peut-être ce qu'on veut, peut-être qu'on veut récupérer dans ce cas-ci les informations dans Airtable, donc moi c'est ce que je vais faire avec une intégration Make, et je pourrais aussi très bien stocker cette information sur mon disque dur, dans un fichier, dans une base de données, peu importe, mais là je trouvais ça intéressant en fait de vous montrer qu'on peut aussi allier les deux et utiliser du no-code dans une application qui est faite en code. Donc ce que je vais faire moi c'est utiliser un thème, je veux pas passer des heures et des heures à faire du design. Donc là aussi, je vais vous montrer à quel point en fait on peut partir d'un thème existant qui va nous faire 90% du boulot. Et ensuite, on peut juste donc rajouter avec juste un petit peu de code ce qu'il faut pour récupérer les informations. Donc là, j'utilise ce thème. J'ai décidé de vous montrer quand même d'aller un petit peu dans le code, de pas sauter trop d'étapes parce que vous pourriez vous dire ok là en fait il arrive avec déjà pas mal de code bien fait et en fait on sait pas trop combien de temps ça a pris. Donc ça va peut-être être à peine plus long, mais je trouve que c'est plus transparent. Donc moi, ce que je vais faire, c'est utiliser un framework qui s'appelle Django. Donc je vais utiliser Python et Django. Et je vais commencer par créer donc un petit environnement virtuel qui va me permettre d'isoler Python pour cet environnement. Donc je vais sourcer mon environnement virtuel comme ceci et on va installer donc la dernière version de Django qui est le framework qui va me permettre de faire le site de façon assez rapide. Donc maintenant que j'ai installé Django, je vais créer un projet. On va l'appeler, comment on va l'appeler? On va l'appeler blog et on va le mettre dans le dossier ici.
Donc là, je devrais avoir déjà pas mal de petites choses qui ont été créées. Là, vous voyez ici, on a le blog, on a donc des fichiers en fait de base qu'on n'a pas besoin de créer, qu'il a créé pour nous. Et on va créer également une application qu'on va appeler tout simplement Contact. Et cette application, je vais devoir la rajouter ici. Donc je la rajoute dans la liste des applications, Contact. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de faire donc un fichier HTML aussi qui va récupérer donc le template qu'on va télécharger tout de suite. Donc je vais faire un fichier HTML. Alors faut avant que je fasse un dossier qui s'appelle templates. Et dans ce dossier templates, on va mettre un fichier qui s'appelle index tout simplement. Et c'est à l'intérieur de ce fichier ici qu'on va mettre notre template ici. Donc ça, je l'avais déjà téléchargé. On a le index.html ici. Donc je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code. On va l'ouvrir ici, hop. Et je vais copier tout ça et le mettre dans mon fichier HTML. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est créer un chemin d'URL qui va nous permettre de rediriger vers ce fichier HTML. Donc le chemin d'URL, on va le mettre dans le fichier urls.py, ils l'ont bien nommé, et ça va être à la racine du site. Et ici, on va mettre la vue qu'on va créer tout de suite dans le fichier views.py. Donc on va créer une vue qu'on va appeler index. Et là, vous voyez aussi, j'en profite pour vous montrer, là, c'est en fait tout simplement de l'intelligence artificielle, c'est GitHub Copilot, qui est la petite icône tout en bas ici. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses comme ça qui nous suggèrent de faire, et c'est assez impressionnant. Là encore, c'est une aide très précieuse qui nous fait gagner pas mal de temps. Donc là, il s'est un petit peu planté. Vous voyez, en fait, c'est pas à l'intérieur de Contact, c'est directement index.html. Donc, faut pas non plus se reposer entièrement là-dessus. Et là, vous voyez qu'il retrouve bien mon fichier HTML. Donc, je vais pouvoir revenir dans mon URL ici. On va importer depuis contact.views la vue d'index et on va la retourner ici dans index. Et on va la nommer index tout simplement. Donc, je vais lancer mon terminal ici. On va faire un run server. Et on va pouvoir aller visiter à cette URL notre application. Donc je clique dessus, là vous voyez que ça n'en ressemble à rien parce qu'on n'a pas encore récupéré tous les éléments, donc les images, le JavaScript, le CSS, etc. qu'on va pouvoir récupérer là encore. Donc on a quand même bien le site qui s'affiche, donc vous voyez là ça fait peut-être 5 minutes que je code et on a quand même déjà un site qui est affiché, avec vraiment juste quelques lignes de code d'ajouter. Donc vous voyez ici, on fait juste dire que quand on arrive sur cette vue d'index, on retourne le fichier HTML, c'est tout ce qu'on fait, et tout le reste, c'est géré automatiquement par Django. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller récupérer les fichiers statiques, donc les fichiers statiques qui sont ici. Donc on va aller chercher les assets, les sources et le CSS, et je vais le mettre donc dans mon website, où est-ce qu'il est? Website code, et on va le mettre dans Contact, on va faire un dossier statique, et on va mettre tout ça ici. Donc je reviens sur mon site. Sur le index.html, il faut que je lui dise que je vais pouvoir utiliser des fichiers statiques. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de choses que je fais. Probablement que vous n'y comprenez absolument rien, mais vous voyez que ce n'est pas des trucs compliqués. J'ai pas besoin de passer 10 heures à réfléchir à des trucs mathématiques ou je ne sais quoi. C'est vraiment de la logique. Je vais récupérer un fichier, un thème HTML, je le mets dedans. Ensuite, je vais devoir changer quelques petits trucs. Une fois que vous savez le faire, en fait, c'est très facile et pas très long à faire. Vous voyez, vous allez voir en peut-être 10-15 minutes, on va avoir quelque chose de fonctionnel. Donc là, je vais remplacer tous les endroits où il y a des assets comme ça. Je vais lui dire d'aller chercher ça avec les ressources statiques. Donc on va faire ça pareil pour le favicon ici. On va dire va me chercher automatiquement. Ça, en fait, le statique, c'est qu'il va automatiquement trouver le chemin du dossier statique et faire le lien entre juste le nom que je mets ici et le chemin complet vers le fichier sur mon disque dur. Donc je vais faire ça, pour les images aussi. Donc tout ce qui est images, en fait, toutes les assets d'images ici, je vais les sélectionner. Je vais tous les prendre et on va faire là aussi un statique. Et on va mettre ça, alors là j'avais déjà les guillemets, hop, voilà, statique, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et le dernier ici, c'est bon. Et ensuite, je crois qu'il y a du JavaScript tout en bas. Voilà, il y a toujours du JavaScript en bas. Donc, on va prendre le JavaScript également, statique, et voilà. Donc, normalement, si je reviens sur mon site, déjà, ça devrait avoir meilleure gueule. Voilà, c'est le cas ici. Donc, je clique, voilà, Get Started. Vous voyez, tout fonctionne. On a un site qui fonctionne avec tous les boutons qui fonctionnent, etc. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est donc faire ce formulaire ici pour envoyer les informations vers Airtable. Donc là, c'est bien sûr un peu moins visuel que ce qu'on aurait avec du no-code ou du low-code. Vous ne pouvez pas manipuler ça directement ici. Ça veut dire que là, il faudrait que je sépare un petit peu mon écran en deux. Et que si je veux modifier des choses, par exemple, si je viens sur le grayscale ici, je peux changer le titre. Alors là, je suis obligé de revenir à chaque fois sur le site pour actualiser, mais il y a des outils qui permettent d'avoir une actualisation automatique. Donc dès que vous changez quelque chose dans votre HTML, ça va le changer automatiquement ici. Et on se retrouve avec un setup comme ça, avoir presque quelque chose de no-code. Donc c'est juste qu'on ne va pas le manipuler directement
sur le site, mais on va passer par des lignes de code. Donc là, dans ce cas-ci, c'est du HTML. Donc là, vous voyez, on peut changer plein de choses. On peut changer la couleur du bouton avec des classes Bootstrap. Donc Bootstrap, c'est une bibliothèque qui permet de styliser facilement votre interface. Donc là encore, vous voyez, vous n'avez pas besoin de savoir grand-chose. Si on veut mettre un bouton rouge, on met bouton Danger et là, on va avoir un bouton rouge. Donc c'est assez simple comme ça. Et nous, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est donc récupérer les informations du formulaire. Donc je vais revenir sur tout ça en plein écran. Et le formulaire, il est ici, voilà, Form Sign Up, oui c'est celui-là. On a le Notify Me et on a l'adresse email. Donc moi, je vais rajouter ici un name email et je vais rajouter quelques petites informations pour que ça fonctionne avec Django. Donc il faut mettre un token ici pour des raisons de sécurité. Dans les URL, on va récupérer donc les informations dans une URL qu'on va appeler submit. On va faire une vue submit et on va l'appeler submit ici. Donc je vais aller la créer ici. Là, vous allez voir encore, c'est très court, très facile. On va faire un request et on va retourner tout simplement un message qui va dire merci. Vous voyez, alors là encore, c'est la beauté de GitHub Copilot. On a automatiquement notre message qui est complété. Bon là, c'est juste du texte, mais vous voyez, il peut compléter du code comme du texte, comme ça ici. C'est assez impressionnant. Là, c'est tout simple, mais moi, je l'ai testé sur des cas de figure beaucoup plus complexes et c'est vraiment très impressionnant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer donc les informations. On va lui dire ici qu'on veut l'envoyer donc vers la page qu'on vient de créer. Donc on va dire qu'on veut envoyer ça vers l'URL submit. Et vous allez voir ici, si je fais un print de request.post, là vous voyez, il commence à deviner ce que je veux faire. Alors là, c'est pas le name, dans ce cas-ci, ça va être l'email, à moins que je me sois trompé. Non, c'est ça, email. Donc, si on revient voir dans le terminal, on va voir que si je reviens ici, alors submit is not defined, oui, puisque je ne l'ai pas importé. Voilà. Donc, on revient là, ça fonctionne, il n'y a pas d'erreur, j'actualise ici. Et là, normalement, si je mets une adresse email ici, et que je fais Notify Me. Alors je crois qu'il faut que j'enlève, ouais, je pense que là il y a des petits trucs, ça doit être, où est-ce que c'est? Je vais enlever ça parce que là il utilise des trucs qui permettent d'avoir un feedback direct. Alors moi je n'ai pas envie d'avoir ça. Ouais, et là je vais mettre méthode égale à post. Donc normalement ça devrait marcher, je reviens là, test@gmail.com. Ah oui, le bouton est disable par défaut, hop, on va l'enlever, j'ai vu ça. Donc je reviens là, testgmail.com, c'est ça. Donc là il est toujours enable. On a un petit peu cassé le truc, mais c'est juste pour vous montrer. Donc si je clique là-dessus, voilà, je reviens bien sur votre message a été envoyé. Et si j'affiche ici, on a bien voilà test@gmail.com. Donc ça a fonctionné, on a bien récupéré notre email. Et là, comme je vous dis, en fait, cet email, on pourrait le stocker sur notre disque dur, dans une base de données, peu importe. Mais voilà, je voulais vous montrer comment on peut récupérer ça dans Airtable. Donc là, on va faire vraiment le lien entre les deux. Donc là, bien sûr, on renvoie un message très simple. On pourrait envoyer une page bien plus sympathique que ce qu'on a actuellement avec juste un message, mais c'est vraiment juste pour l'exemple. Donc là, je vais revenir ici et on va faire un webhook. Donc on fait un webhook et on va faire un custom webhook. Et là, ça va nous donner en fait une adresse. Donc je vais ajouter un webhook. On va l'appeler get email par exemple. Ça va nous donner une adresse ici. On va pouvoir copier l'adresse et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser une bibliothèque qui s'appelle request, qui va nous permettre de faire des requêtes. Donc il faut qu'on l'installe ici, voilà, no module name request. Donc on va faire un pip install de request. C'est une bibliothèque qu'il faut installer en plus. Je relance mon serveur. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc faire une requête request.get vers cette URL de make. Et là, vous voyez, il me suggère des trucs. Donc moi, c'est pas ça que je vais vouloir faire. Je vais vouloir lui envoyer l'email. Et là, vous voyez, il complète. Il a bien compris que je voulais envoyer l'email. Et ce que je vais faire ici, c'est dans make. Là, en fait, il attend de recevoir une requête vers cette URL pour pouvoir déterminer les données qu'on va lui envoyer. Donc moi, ce que j'envoie comme données ici, c'est l'email que je récupère du formulaire. Donc ce que je vais faire ici, c'est resoumettre mon formulaire. Donc je vais revenir sur le site. On va refaire un Notify Me. Et là, si je viens sur mon make, vous voyez, il a bien, donc successfully determined, donc il a bien reçu les informations. Et à partir de ça, on va pouvoir ici ajouter un autre module qui va être le module Airtable. Donc on va ajouter un record et on va le mettre dans la base de données de test que j'ai fait, donc website test ici. Et vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer donc les informations, on va le mettre dans la table 1. Et ici, vous allez voir, voilà, on a depuis le webhook, il a bien repéré en fait qu'on a quelque chose qui s'appelle email qu'on va pouvoir mettre ici. Donc là, en fait, email, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que j'avais mis ici. Si j'avais mis Patrick à la place, il aurait détecté en fait qu'on a un paramètre qui s'appelle Patrick. Et lui, ce qui va me permettre de récupérer, eh bien, c'est ce qu'on a envoyé en valeur à ce paramètre.
Donc si je reviens ici, je fais OK et on a notre table ici normalement. Donc là, j'ai hello at docstring. Je reviens donc sur mon site. Je vais actualiser pour être sûr que tout est bien mis à jour. Voilà. Je reviens là et on va refaire un test at gmail.com. Alors je pense qu'il faut que je l'active avant. Ouais, là je ne l'ai pas activé. On va le sauvegarder, l'activer. Et là voilà, il est prêt à écouter nos informations. Donc on clique sur Notify Me, je reviens là et voilà, le test@gmail.com a bien été ajouté. Donc vous voyez, beaucoup de choses dans tous les sens, mais je voulais vous montrer, je trouvais ça quand même assez intéressant de voir que, en fait, on peut vraiment lier les deux. On peut avoir d'un côté quelques lignes de code, donc là vous voyez, c'est là encore très simple. On fait vraiment juste une requête vers un scénario no-code qui lui va ajouter quelque chose dans la base de données Airtable. Donc on a toute une partie qui est en fait déléguée à des outils no-code et nous de notre côté on a tout le contrôle sur notre site web. Si on veut faire vraiment des trucs ultra personnalisés, on peut le faire à partir du template du coup qu'on a téléchargé. Donc vous voyez, je sais pas, ça fait peut-être une dizaine, quinzaine de minutes que j'enregistre. Je suis allé assez vite. Je suis parti d'un template. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on a fait qui nous sont facilitées grâce à ça. Mais en même temps, c'est ça aussi la beauté du code en 2022, je dirais, c'est que vous avez plein d'outils comme ça qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite, que ce soit des templates, que ce soit des frameworks comme Django. Vous avez vu que très rapidement, en fait, avec ce framework, on peut avoir un serveur qui tourne avec un site qui fonctionne, sur lequel on peut envoyer des formulaires, etc. Et ensuite envoyer ça à Make. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses dans tous les sens. Je pense que ça va peut-être un peu vite pour ceux qui n'ont jamais fait de code, mais je pense que ça vous montre aussi à quel point on peut, sans avoir un truc 100% visuel, quand même avoir, en changeant quelques classes ici dans le HTML, avoir directement un feedback qui est aussi assez rapide. C'est juste qu'il faut connaître certaines choses. Et là encore, comme je vous dis, c'est vraiment de la logique. Vous voyez, si on refait le chemin, on crée des URL. Donc on dit quand tu vas sur la page d'accueil, eh bien, tu rediriges vers ma vue d'index. Quand on est sur la vue d'index, on retourne ce fichier HTML et on affiche le HTML et c'est pas plus compliqué que ça. Là, quand on fait un submit, on récupère ce qui a été envoyé avec le formulaire, on l'envoie à Make et voilà, là encore pas plus compliqué que ça. Donc voilà pour ce petit aperçu de ce qu'on peut faire en code pour faire un site avec un template de base. Donc j'espère que ça vous permet de voir à peu près ce qu'on peut faire. C'est beaucoup moins user-friendly, bien sûr, c'est le désavantage. Par contre, on peut faire beaucoup plus de choses, aller beaucoup plus dans le détail et on est sûr qu'on sera absolument jamais limité et qu'on a beaucoup plus le contrôle sur ce qu'on fait qu'avec des outils no-code. Allez, c'est parti, comme convenu, on se retrouve du coup sur mon écran pour que je puisse vous montrer comment on met en place un site internet très rapidement avec une application qui s'appelle Softair. Je ne vais pas vous présenter l'application dans cette vidéo, c'est pas le but. Je vais vous montrer comment rapidement on met en place un site internet avec. Vous pourrez retrouver d'autres vidéos ou dans ma chaîne YouTube où je vais parler en détail de Softair et de Airtable qui va être la base de données derrière ce site internet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un template pour vraiment gagner du temps. Et on va ici, vous voyez, il y a plusieurs types de templates, des portails clients, des dashboards, etc. Nous, on va direct aller sur website et on va utiliser un template. Par exemple, voilà, celui-là, un template qu'on peut utiliser pour mettre en avant son portfolio et qui va avoir pour objectif de récupérer des formulaires de contact, donc le nom de potentiels clients intéressés par le service proposé. Donc là, vous voyez, j'ai juste cliqué sur le template et on a un site internet qu'on peut déjà preview en utilisant ce bouton-là et qui est un site internet déjà assez basique, mais qui fait le taf, qui est là, qui voilà, est assez cohérent en couleur, etc. Vous allez voir qu'on ne peut pas tout modifier dans ce site internet. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le responsive sur le site internet, c'est-à-dire que le site internet est adapté à la fois au téléphone. Ah bah alors, donc là, téléphone pas trop parce que c'est coupé sur Stéphanie, mais globalement sur le reste on voit que c'est quand même plutôt bien adapté. C'est pas la meilleure adaptation ever, mais c'est plutôt bien adapté et ça je peux vous assurer que quand vous faites un site internet c'est très compliqué. Quand vous faites vraiment de A à Z, c'est très compliqué d'avoir ce responsive là, il faut vraiment bien le construire. Quand on clique ici sur cette bannière là, vous allez voir qu'en fait là on peut modifier directement le texte et vous voyez on peut pas faire beaucoup de choses. On peut simplement de manière générale modifier le titre, le texte qui est en dessous et l'image qui est derrière. Ensuite à l'intérieur on peut rentrer dedans et là on peut modifier les propriétés. Vous allez voir derrière avec Thibaut ça va être complètement différent cet aspect là. Là ça c'est vraiment l'aspect no code qui nous permet voilà, de changer la police et de le voir en fait en temps réel ce qui se passe sur le site internet lorsqu'on fait ça. Et là je change la police, donc voilà. Par exemple là j'augmente l'écart qu'il y a en bas,
ou je le réduis. Voilà, vous voyez, en fait, on le voit en direct et ça, c'est pas mal. Tighter, voilà. Anyway, c'est pas le sujet. Ce que je vais vous montrer, c'est que maintenant qu'on a ce site internet, ce qu'on veut, c'est le connecter à notre base de données pour récupérer le contact. Donc là, ici, vous avez un formulaire de contact. Et dans Select Action, ici, on voit qu'on peut en faire quelque chose. On peut notamment l'envoyer par email à nous-mêmes. Donc ici, voilà, ça va, on remplit l'adresse mail et ça nous l'envoie. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça puisse nous l'envoyer sur Airtable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce bloc. Voilà. On va en rajouter un nouveau, ici. Et là, en fait, on a tous les différents blocs. Donc, pareil, le but, c'est pas que je vous les montre tous, mais bon. Vous avez des blocs, en fait, qui sont préfigurés où vous pourrez aller chercher et modifier les informations. Donc, nous, on va aller chercher ce qu'on appelle un form. Et on va prendre un simple contact form. Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est le bloc de base. Donc, il est pas du tout dans le même style graphique que le site internet. Mais on peut venir ici, dire, voilà, moi, je veux changer la taille. OK. Ensuite, je veux, là, cette phrase-là, j'en ai pas besoin, donc on va, hop, juste laisser ça, etc., etc. Ici, on appuie là, et là, on voit qu'on n'a toujours pas l'option Airtable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, pour la mettre en place, il va falloir qu'on ajoute ce qu'on appelle une intégration. Donc, ça se trouve ici, hop, intégration, Airtable. Et là, ici, on va rentrer la clé API de son Airtable. Une fois que vous avez mis votre clé API, vous allez pouvoir voir ici que c'est en vert, donc c'est que c'est bien connecté. Et on va donc pouvoir le connecter à Airtable. Donc, je ne vais pas prendre ce bloc-là finalement. Je vais prendre un autre bloc. Alors, on va aller dans Dynamique, Forme. Allez, on va prendre celui-là. Un bloc assez simple. Donc là, pareil, vous pouvez changer, mettre plus gros, mettre plus petit, mettre des images dans le background. Voilà. Là, ici, vous avez une action qui s'appelle Send to Airtable. Et donc là, en fait, il va récupérer toutes les bases qui existent dans mon Airtable. Donc là, j'en ai créé une qui s'appelle Panam X Blockstring. Voilà. Là, on va chercher la table. Donc en fait, c'est comme l'onglet de votre Google Sheet, par exemple. Et là, vous allez voir, en fait, vous voyez tous les différents champs qui sont là, numéro de téléphone, etc. Vous allez pouvoir venir les mapper avec votre Airtable. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, vous dites, voilà, moi, je vais demander son nom. Donc, son nom, c'est quoi comme type de caractère ? C'est une single line text. Pour ceux qui font du code, c'est un string. Ensuite, on va lui donner donc un label, un placeholder et un tag. Bien, le tag, il est très important parce que c'est la valeur qui va apparaître, qui va devoir être mappée dans le Airtable. Donc, ici, si vous prenez par exemple email address, le placeholder, là, on voit directement que c'est en fait ce qu'il y a écrit dans la box. Le label, c'est quoi le label ? C'est de savoir est-ce que c'est obligatoire ou non, et ça va permettre d'ajouter une description. Donc, par exemple, on peut dire warning. Voilà, en gros, on peut mettre un titre. Et ensuite, ici, le tag, c'est quel est le nom de la colonne où tu veux ajouter cette information-là. Et donc là, en fait, c'est un petit peu un jeu d'aller-retour entre votre Airtable, donc en gros, votre tableau Excel, et votre site internet pour dire, voilà, l'email address, tu la mets dans la colonne qui s'appelle adresse du client, numéro de téléphone, etc. Une fois qu'on a fait ça, on est bon, on est good. Donc, on n'a plus... Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire ? On va supprimer ça, voilà. Vous voyez, hop, on les supprime. On va juste mettre ici tac, name, ok. Donc vous savez quoi, nous ce qu'on va faire, hop, on va juste lier cette partie-là. Donc on va l'appeler ici, on va le mettre dans cette colonne. Donc là on est dans notre Airtable. Toutes celles-là, on va les supprimer. Hop, hop, hop. Là on arrive ici, donc on dit quoi ? On dit que ici le tag c'est name. Et puis voilà, maintenant on n'a plus qu'à... Alors maintenant, étape incroyable, normalement quand on y arrive, là on peut dire, voilà, là on va ajouter un message, thanks for machin, hop, ok. Maintenant, on est à la dernière étape, on publie le site internet. Donc là, je suis sur la version gratuite de Softair, donc on ne peut pas ajouter un custom domain, mais sinon, vous faites le chemin classique d'acheter un domain, de le connecter avec les DNS, etc. Et là, vous appuyez sur Publish. Et là, vous voyez, on a une adresse donc, qui est une adresse internet. On a le petit logo Made with Softair parce que c'est gratuit pour l'instant. Et donc là, on a notre site internet qui est prêt. Vous voyez, si je réduis la page, le site s'adapte.
Et là, on a donc hop, notre petit formulaire, on l'envoie, on a notre petit message. Et là, si on vient, hop, ici, on a donc bien le Pierre qui est associé. Donc là, vous avez créé un site internet en 3,4 mouvements. Je sais pas comment le dire, faut le couper, ça, je sais plus comment le dire. Comment on disait cette expression. En 3,4 mouvements, je sais plus. Là, vous avez créé un site internet hyper rapidement, où vous avez une façade, plein de différents aspects que vous pouvez changer, et un lien avec votre Airtable qui vous permet de récupérer les données et de gérer votre business. Alors dans mon cas, j'ai un site sur lequel je vais vouloir récupérer des informations. Dans notre cas, on va récupérer les images du site, mais on pourrait récupérer n'importe quoi, comme le titre, le prix, la quantité en stock. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va pouvoir récupérer les images, les télécharger et les récupérer donc sur notre disque dur. Donc on va vraiment passer d'images qui sont sur un site et les récupérer de notre côté. Vous allez voir qu'au final, on aura une petite dizaine de lignes de code et on va utiliser des bibliothèques qui ont déjà été codées, en fait, qui vont faire la grosse partie du travail pour nous. Et vous allez voir que le code se lit également très facilement à la fin. Donc, je vais aller dans mon code ici et on va utiliser pour ça plusieurs bibliothèques. On va utiliser Request, on va utiliser Wiget qui va permettre de télécharger les images et on va utiliser aussi Beautiful Soup qui lui va me permettre de comprendre en fait le code HTML. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est de récupérer le code HTML. Donc, on va faire une requête vers ce site, récupérer le contenu du site et ensuite faire ce qu'on appelle en anglais un parsing. Donc, on va faire, en fait, on va lui passer le code HTML. Il va comprendre ce code HTML. On va pouvoir ensuite très facilement récupérer, dans notre cas, toutes les images. Donc, la première chose à faire, c'est une requête vers ce site. Donc, l'URL, c'est ça, bookstoscrape.com. Donc, je vais mettre ça dans une variable que je vais appeler URL et on va mettre ça ici et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, si je fais un print de r.content et que je lance le script, vous allez voir, hop, je le lance ici, voilà. Donc là, il y a plein de trucs dans tous les sens, on ne comprend pas trop ce qui se passe et en fait, tout ça, c'est le contenu HTML de la page. Donc, c'est exactement la même chose que si je faisais un view page source ici. Vous voyez, ici, on a le contenu HTML et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir récupérer les images. Si je recherche IMG ici, vous voyez que là, on a bien l'image en tant que telle. Donc là, si je clique, ça va être l'image du premier livre et on va pouvoir utiliser Beautiful Soup pour trouver toutes ces images et ensuite les télécharger. Donc, je vais passer tout ça à Beautiful Soup. Donc, on va faire ici une variable qu'on va appeler soup. On va faire un Beautiful Soup, on va lui passer donc le contenu de la page et on va lui dire que c'est du HTML, donc avec html.parser, ça lui indique en fait qu'on lui passe du texte qui est du texte HTML et qui va ensuite pouvoir parser, donc ce fameux parseur, pour récupérer toutes les images. Donc pour récupérer les images, c'est très simple, on va lui dire qu'on veut trouver toutes les images, donc là encore vous allez voir ça se lit très facilement, on utilise find all et on dit qu'on veut chercher toutes les tags, donc toutes les balises IMG. Là si je fais un print de image, vous allez voir qu'on va récupérer tout simplement, voilà, alors là c'est les tags au complet, donc là vous voyez il y a tous les images, alt, etc. Nous ce qui nous intéresse c'est la source de l'image, donc ce que je vais faire c'est je vais boucler sur ces images avec une boucle, donc on va dire pour image, images, on va faire un print de image et on va afficher la source. Donc là, entre crochets, ici, ça nous permet de spécifier en fait ce qu'on veut récupérer. On pourrait récupérer le alt ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la source, donc la source de l'image qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour télécharger ces images. Donc là, vous voyez, on a bien tous les fichiers JPEG et on va pouvoir ensuite utiliser Wiget pour télécharger ces images. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire un wiget.download et on va les mettre dans un dossier que j'ai créé qui s'appelle ImageScrap ici. Donc on va essayer de le copier, voilà, copy ImageScrap as path name et on va mettre ça dans une variable output et on va ensuite faire une concaténation. La concaténation, c'est un mot savant pour dire qu'on va additionner deux trucs ensemble tout simplement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire qu'on veut le output. Alors ça, en fait, ça va être pour le out. Là, je me plante. On va mettre au départ, on va mettre l'image. Alors l'image, en fait, on va prendre l'URL plus l'image. Puisque là, si on relance le script, si on affiche le terminal, si je le retrouve, je ne sais plus où il est, terminal, voilà. Non, il faut que je fasse un view. Il est un peu caché. View, appearance, editor, je ne sais plus. Ah, terminal, je l'ai vu en dessous. Voilà, terminal. Donc là, vous voyez, en fait, il faut qu'on concatène l'URL ici avec l'URL du site. Parce que ça, c'est des liens relatifs. Donc on va faire un plus tout simplement, on va lui dire va chercher cette image
Et ensuite, dans le out, là, on va lui dire de le mettre donc dans le dossier. Donc, on va mettre ça dans output. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va numéroter les images. Donc, pour ça, je vais utiliser une petite technique Python. On va utiliser enumerate ici. Donc ça, vous voyez, c'est des trucs, ça, là, on rentre dans les trucs un petit peu moins évidents. Enumerate, en fait, ça va permettre avec cette fonction de récupérer un numéro. Donc pour chaque image, on va avoir un numéro correspondant. Donc là, dans ce cas-ci, 0, 1, 2, 3, etc. Ce qui va me permettre donc de le mettre ici dans le nom du fichier. Donc je vais l'appeler 0.jpeg, 1.jpeg, etc. Normalement, on a tout ce qu'il faut ici. Je sauvegarde et je relance le script. Et alors on a, ah oui, parce que j'ai pas mis la bonne chose, là on a mis image, mais il faut aller récupérer le image source, donc src, puisque c'est pas le tag au complet qu'on veut, c'est juste la source de l'image. Normalement ça devrait marcher, ça marche effectivement, et on a bien le téléchargement qui s'effectue, et si on vient là, on voit qu'on a bien des images qui sont en train d'être téléchargées. Donc vous voyez, ça va assez vite, on peut récupérer donc les images sur notre disque dur de cette façon, et si je retourne donc dans mon script, on va voir ce que ça donne. Si je reviens là, on va enlever les espaces juste pour voir vraiment combien de lignes il a. Donc au final, on a 10 lignes avec 3 lignes d'import. Donc vous voyez, vraiment pas grand-chose. On a donc la première ligne ici qui va faire une requête vers le site, qui va récupérer le code HTML qu'on va envoyer à Beautiful Soup, qui va nous retourner donc un objet Soup qu'on va pouvoir utiliser pour trouver toutes les images. Donc là encore, vous voyez, vous mettez ça dans Google Traduction, Google Translation, Google Traduction en français. Donc Google Traduction, vous mettez ça dedans et ça va vous sortir presque un truc qu'on pourrait lire en français. Puisque donc là vous avez find all qui veut dire trouver tout, donc soup.trouve toutes les images, donc trouve toutes les images sur mon objet Beautiful Soup. Ensuite, on fait une boucle pour chaque élément dans mes images. Tu fais un widget.download, donc tu télécharges l'image et tu la mets dans le out, donc dans le output, tu la nommes comme ça et voilà. Donc vous voyez, c'est une dizaine de lignes de code. Bien sûr, c'est des choses qu'il faut apprendre. C'est pas très user-friendly comme on dit en bon français. Donc c'est des choses qu'il faut apprendre, mais une fois qu'on les connaît, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas de la physique nucléaire, c'est vraiment de la logique pure. On va récupérer des informations, on les passe à travers la moulinette de Beautiful Soup qui fait tout le travail pour nous. Et ensuite, pareil pour le téléchargement, on passe par Widget, on lui dit télécharge ça, tout simplement. On n'a pas besoin de savoir comment ça se passe. Il y a des gens qui ont fait ce travail pour nous, qui nous permettent de donc télécharger des images facilement. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc voilà pour ce data scrapping avec Python. Vous voyez une dizaine de lignes de code. C'est sûr que c'est moins visuel que ce qu'on aurait avec du no-code, mais ce n'est pas non plus très compliqué à faire. Allez, c'est parti, on se retrouve maintenant pour le deuxième exemple qui concerne du coup le data scrapping. Comment est-ce qu'on récupère de la donnée depuis un site internet? Bon, j'avoue, j'ai pas choisi le site internet complètement au hasard. J'ai choisi ma chaîne YouTube et je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'on pouvait d'un coup récupérer tous les titres de mes vidéos ainsi que le nombre de vues. Alors on va regarder tout de suite comment ça se passe avec un outil que j'adore qui s'appelle UiPath. UiPath, pareil, je vais pas vous faire le tuto de comment on utilise UiPath. Honnêtement, si vous voulez vraiment comprendre cet outil, il faut à peu près compter 250 à 300 heures. Mais on peut utiliser certaines fonctionnalités très rapidement et sans aucune connaissance de code. Donc vous voyez, l'interface, ça ressemble un petit peu à Word. C'est assez intuitif, c'est pas du tout des interfaces compliquées que vous allez voir plutôt avec Thibaut. Moi, je suis sur des choses assez visuelles parce que je déteste faire du code. Même pas créer de projet encore là, c'est juste l'interface basique. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir, ça va aller très très vite et ça va être très très simple. On va utiliser ici une fonction qui s'appelle Table Extraction. Ok. Donc, on appuie là-dessus. Là, il nous propose un nom. Donc, on va l'appeler test YouTube, par exemple. Voilà. On appuie sur créer. Là, il nous a créé, vous voyez, le premier bout de programme. Et là, tout de suite, il nous a mis ce qu'on appelle un petit peu un outil d'extraction. C'est-à-dire que ça va nous accompagner dans notre extraction. On va ajouter, dans un premier temps, de la data. Donc, en gros, on va créer notre première colonne dans notre base de données. Donc là, on a appuyé ici. Et là, vous allez voir qu'en fait, ma souris, elle se transforme en détecteur de balises HTML. Vous voyez ici, hop, en fait, c'est vraiment, on va chercher dans la création du site internet où sont les balises HTML et quelles sont celles qu'on veut. Donc si on clique sur ça, je dis hop, moi je veux le titre. Et là vous avez vu, il a récupéré tous les autres titres parce qu'il a vu que c'était de la même catégorie d'une balise HTML. Ça marche bien parce que c'est YouTube et que YouTube c'est un site qui a été bien codé. Mais dans tous les sites internet, il faut un peu plus le faire à la main. Une fois qu'on lui a donné un pattern, il est capable d'enchaîner. On va lui envoyer du coup une autre colonne qui sont les vues. Voilà, là pareil, il a compris, on lui fait finish. Ok. Celle-là, on va donc l'appeler, qu'est-ce qu'on a dit? On va l'appeler titre. Celle-là, on va l'appeler vue. Ah.
On peut lui dire aussi où est le bouton Next. Donc là, à la limite, il n'y en a pas ici. Mais dans une page, s'il y a par exemple une petite flèche pour passer à la page suivante et qui récupère vraiment toutes les informations, c'est possible. Donc là, on a terminé. On appuie sur Enregistrer. Là, il nous dit qu'il n'y a pas de bouton Next. On lui dit oui, t'inquiète, on a compris. Là, il a donc écrit le premier bout du programme qui est de dire tu vas dans ce navigateur et dans ce navigateur-là, tu viens faire une Extract Data Table. Bien. En sortie de cette activité-là, nous avons, je vais vous épingler les propriétés, ce sera plus visible. À chaque fois, on a des propriétés ici qui sont liées aux différents blocs. Donc là, on a à la sortie de cette activité une variable qui s'appelle Extract Data Table, qui est une variable de type Data Table. Donc en gros, c'est un tableau. En gros. Nous, ce que je vais vous montrer pour l'exemple, c'est que je vais vous montrer que ça le fait vraiment, que je ne suis pas en train de vous mentir. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais convertir ce tableau en un string. Donc j'appuie ici pour ajouter une nouvelle activité. Et là, je viens lui chercher Output Data Table. Donc ça, pareil, pour le coup, il faut connaître un petit peu les différentes activités disponibles dans UiPath pour être capable de le faire. Donc on fait ensuite un petit CTRL-K pour ajouter une nouvelle variable. Et là, je vais lui dire, ok, tu vas l'appeler, donc là, les codeurs vont aimer, je vais l'appeler strResult pour string. Hop. Ok, et donc là, Output Data Table, je lui dis, alors moi je veux pas celle-là, je veux en output que tu m'écrives dans strResult et en input que tu obtiennes Extract Data Table. Ici, je vais faire un petit check dans mes variables. strResult, il l'a mise en Data Table, moi je la veux en string. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, une fois que je l'ai là, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir envie de l'afficher. Donc l'afficher, globalement, c'est une activité qu'on peut remplacer par j'ai envie de l'écrire dans un Excel. C'est aussi simple pour les deux activités. Donc là, je vais vouloir venir chercher strResult. OK. Et ben on est parti. On appuie ici pour lancer le programme. Là, main en l'air, je touche plus à rien. Il va normalement, voilà. Il a même pas ouvert, enfin il a même pas rafraîchi sur l'écran. Vous voyez ici, hein, UiPath, il interagit avec l'utilisateur dans le sens où là, je peux pratiquement plus rien faire sur mon PC parce que j'ai une message box qui est ici où je dois dire OK pour la bouger. Et là, vous voyez donc le résultat. Donc c'est un résultat écrit sous forme d'un CSV, c'est-à-dire que les colonnes sont séparées par des virgules. Donc là, on a une première colonne qui s'appelle titre, une deuxième qui s'appelle vue. Et là, à chaque fois que le titre est terminé, il y a une petite virgule et on a le nombre de vues. Vous voyez, je ne fais pas encore des millions de vues, mais ça ne saurait tarder. On en reparle dans 2-3 ans. En tout cas, j'en fais déjà beaucoup moins que Thibaut. Voilà, globalement, là, vous avez donc les résultats. Donc, vous voyez, c'est hyper facile. Franchement, j'ai eu très très peu de clics à faire. L'outil, il est très intuitif. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle à la VBA dans Excel, qui regarde un peu comment vous fonctionnez. Et quand elle a compris, elle va l'appliquer et elle va en faire un processus réplicable. Donc voilà, là pour vous montrer un petit peu l'extraction d'une base de données. Allez, c'est parti, on se retrouve du coup pour faire notre conclusion de ces deux différents tutoriels. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses à la fois du côté de Thibaut et à la fois de mon côté sur mon écran pour mettre en place le site internet et faire le data scrapping. C'est l'heure du bilan. On regarde tout de suite qui a gagné entre le code et le no-code. Thibaut, je te laisse commencer. Ouais, donc en fait, on voit assez clairement que moi, forcément, je suis dès le départ dans des lignes de code. Il n'y a rien qui est user-friendly, comme on dit en bon français. Donc c'est sûr que si vous n'aimez pas les lignes de code, vous allez très vite rebuter. Par contre, moi, je reste propriétaire à 100% de ce que je fais. Vous avez vu que chaque petit truc, je peux le moduler. Je peux choisir, vraiment, j'ai beaucoup plus de choix sur les technologies que j'utilise. Donc il y a un avantage là-dessus. Et puis même pour la suite, après, une fois que votre site est en place, vous savez qu'il n'y a aucune limite. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc c'est deux points qui sont quand même importants selon le type de projet que vous avez. C'est sûr que si c'est pour faire une landing page, peut-être que le no-code est plus avantageux au départ pour aller plus vite. Mais si votre projet se concrétise et que vous commencez à avoir des clients et que vous avez des fonctionnalités qui vont vous être demandées, là peut-être que le code est une meilleure solution pour la suite. Sachant que vous pouvez très bien passer de l'un à l'autre, commencer en no-code pour avoir quelque chose de rapide et après transitionner sur du code. Après l'important, c'est, je pense que tu vas en parler, c'est aussi le fait de faire gaffe à sa stack technique en fait, donc de ne pas se piéger là-dedans. Peut-être que en no-code tu peux en parler un petit peu. En effet, donc comme tu le dis Thibaut, c'est assez important au démarrage de bien choisir ce qu'on appelle sa stack technique, c'est-à-dire les outils que vous allez utiliser pour gérer votre business. Que ce soit pour la création d'un site internet, la gestion de votre CRM
ou même la gestion de vos données clients. C'est important de tester au démarrage parce qu'on n'est pas certain de choisir les meilleurs outils ou du moins les outils avec lesquels on est le plus à l'aise dès le démarrage. Mais il faut garder en tête que plus on utilise un outil qui est déjà préconfiguré, moins vous allez avoir de liberté et plus vous allez vous acheter ce qu'on appelle de la dette technique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec votre business qui évolue, vous allez devoir à un moment donné faire une migration des données d'un endroit, d'un environnement vers un autre pour pouvoir être capable de gérer plus de clients ou bien plus de chiffre d'affaires. Là, vous l'avez vu sur mon écran, je suis quand même allé très très vite parce que je suis parti d'un template et donc ça va très très vite dans l'exécution. Mais après, comme l'a dit Thibaut, on reste assez limité en no-code et c'est compliqué, voire même impossible de gérer une entreprise comme Veolia ou comme la Banque Postale avec uniquement des solutions de no-code. À un certain moment donné, il va falloir aussi être propriétaire de son code et donc de sa technologie. Et donc là, évidemment, c'est un point en plus pour le code où ils gèrent leur serveur, le code, ils l'ont créé de toutes pièces et ce ne sont pas des solutions dans le cloud données à des sociétés américaines, allemandes ou encore islandaises, ou je ne sais. Asiatique, peu importe. Même roumaine, il place c'est roumain. Ouais, mais et puis effectivement, il y a aussi quand même ce côté de dette technique qu'on a aussi de notre côté, qui est quelque chose auquel il faut faire très attention. Après, c'est sûr qu'on a toujours, là encore, le contrôle à 100%. Ça arrive des fois dans des outils no-code et ça nous est arrivé parce que j'utilise aussi des outils no-code, comme on disait, d'être des fois bloqué parce qu'il y a quelque chose qui avait changé et là, le seul truc qui nous restait, c'était d'aller contacter le support parce que c'était eux qui ont les clés en fait des notes qu'on utilise et des outils qu'on utilise, alors qu'en code, souvent, on a vraiment le contrôle à 100%. Mais après, effectivement, on peut aussi rentrer dans ces problématiques où on a un code qui devient très compliqué à changer. Et finalement, oui, on peut le changer, mais des fois, ça va prendre une semaine, alors qu'en code, finalement, en no-code, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est sûr qu'il y a des avantages des deux côtés. Des fois, ça va plus vite, mais on est limité. Des fois, ça va moins vite, mais on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas forcément une solution qui est unique. Et des fois, on va avoir les deux aussi. Des parties de business qui vont être gérées en no-code et d'autres parties en code. Clairement. Et ça va être utilisé les deux l'un avec l'autre. Tu disais que tu utilisais des outils no-code. Tu utilises quoi comme outil ? Moi, j'utilise make.com, donc qui était anciennement Integromat, si je ne me trompe pas. Un peu de Zapier aussi, donc beaucoup de trucs d'automatisation comme ça qui justement permettent de très rapidement mettre en place des processus qui peut-être après seront réalisés en code, mais qui me permettent au moins de faire des prototypes, de les tester, de mettre des fois en place des choses qui restent sur le long terme. Et c'est sûr que sur des outils comme ça qui coûtent pas très cher, finalement moi je sauve de l'argent parce que ça me sauve du temps de développement et justement je délègue aussi une partie de la dette technique sur ces plateformes parce que s'il y a un truc qui marche plus, c'est moi qui dois le fixer, alors que là quand c'est des plateformes qui doivent changer une API, c'est eux qui le font. Donc il y a des trucs comme ça où des fois oui, faut bien analyser encore, là une fois, analyser de quel côté vous allez mettre la dette technique. En effet, et du coup, si vous posez un peu la question pour lancer votre projet, est-ce que je vais utiliser du code ou du no-code, il y a quand même un dernier élément qu'il faut que vous ayez en tête, c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Ce sera toujours plus rapide de vous lancer sur un projet no-code que sur un projet de code. Ouais. Évidemment, vous pouvez aller plus loin en code, mais le temps que vous appreniez les bases, les fondamentaux, rien que pour faire un site internet, ça va vous prendre quand même un certain temps. Après, c'est une capitalisation sur le long terme et vous allez apprendre vraiment une réelle capacité à coder et donc à faire des choses techniques. Mais si vous voulez lancer rapidement, valider que votre idée est bonne, parce que vous voulez peut-être créer un site internet, je ne sais pas, qui fait par exemple pour un restaurant, mais si vous voulez d'abord valider que les personnes auront envie d'aller sur le site internet et faire des réservations, ce sera beaucoup plus facile en no-code. Et aujourd'hui, les solutions sont assez robustes pour faire ce type de besoin. Donc ça dépend un peu du besoin, mais en termes de courbe d'apprentissage, c'est quand même un point en plus pour le no-code, qui est clairement mis en avant ici dans nos vidéos. Moi, surtout qu'on le voit peut-être pas, mais là, moi, on a l'impression que je vais assez vite, mais c'est parce que si on voit peut-être pas justement toutes les lignes de code que j'écris, je sais qu'il faut les écrire et donc quand on le regarde, ça peut paraître simple, mais en fait, il y a effectivement beaucoup d'apprentissage de base, de fondamentaux, comme tu disais, du développement, qui sont assez longs à apprendre, alors qu'effectivement, quand on a une solution un peu plus visuelle, en quelques jours, on peut rapidement mettre des choses en place. Donc c'est sûr qu'il y a des fondamentaux comme ça de code pur qu'on n'a pas besoin d'apprendre en no-code, qui sont plus
plus de la logique. Et après, dans les deux cas, il y aura de la logique, il y aura des processus et ça va faire appel des fois un peu aux mêmes capacités, mais ça va quand même aller plus vite en no-code au départ, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et surtout que si vous n'avez pas du tout un environnement technique, vous êtes capable de comprendre le no-code, alors que le code, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Tu peux limite passer ton no-code à quelqu'un qui va rapidement comprendre comment ça marche. Ouais. Il suffit d'avoir, en fait, si vous voulez, le code, le no-code reprend des briques du code, mais les simplifie pour que ce soit compréhensible pour tous. En fait, ça capitalise depuis les années 90, on fait du code. On a dit, ok, ça fait 25 ans qu'aujourd'hui les gens codent. Venez, on récupère et on réutilise des briques créées en code pour faire des modules dans le no-code, ce qu'on appelle en fait le drag and drop dans la plupart des logiciels comme Webflow, Wix, etc. En fait, on drag and drop des bouts de code déjà créés et qui sont très visuels. On voit directement le résultat sur le site internet et on n'a pas besoin de déployer le script pour ensuite voir le résultat directement sur internet. Du coup, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour. Si on résume, les points pour le code sont... Donc le code, c'est robustesse et qu'on est complètement maître de notre technique et de toutes les possibilités aussi. Donc il n'y a aucune limite avec le code, mais une courbe d'apprentissage un peu plus compliquée, un peu plus longue avant d'avoir quelque chose. C'est ça. Et donc du coup, pour le no-code, c'est une courbe d'apprentissage qui est très réduite, très courte et la rapidité, très facile de mettre en place un prototype rapidement pour tester votre idée et donc vous lancer dans votre business ou même continuer votre métier avec plus d'applications et plus d'interfaces pour vos clients. C'est ça, et je pense qu'on va le voir de plus en plus que les deux vont finalement peut-être pas fusionner, mais en tout cas ne pas être totalement en compétition. Et on le voit quand on parle justement nous deux, que en fait des gens qui font du no-code utilisent du code. Les outils de no-code sont codés avec des lignes de code. Le jour où on aura, c'est la fameuse blague, quand on aura des outils no-code qui seront codés en no-code, là la boucle sera bouclée. C'est clair. Pour l'instant, il y a toujours beaucoup de code, même les outils de scrapping qui sont faits avec du code. Derrière les outils no-code de scrapping qui sont faits avec du code. Et de la même façon, nous aussi, on voit très bien qu'on gagne énormément de temps avec les outils no-code. Donc vraiment, en fait, c'est une symbiose plus qu'un clash frontal entre les deux. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir aussi. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Bon bah du coup, je pense qu'on a tout dit. Si vous êtes intéressé par approfondir un petit peu le sujet du code, ce sera plutôt sur la chaîne de Thibaut, Docstring. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est productivité, no-code et automatisation, ce sera plutôt sur ma chaîne qui s'appelle Panam Automatise. Puis de toute façon, je pense que c'est pas la première ni la dernière vidéo qu'on fera ensemble. Ouais, on aura l'occasion d'en Donc on aura l'occasion de se revoir et de refaire un petit peu ce parallèle entre le code et le no-code. On fera un état des lieux d'ici un an, voir ce que ça donne et ce qui a changé. Avec plaisir. Super. Allez, à bientôt. Ciao.